Bonjour tout le monde à l'enregistrement de ce balado des grands entretiens Living Lab Charlevoix en ce 18 mai 2026. Et on a vraiment l'honneur de recevoir quelqu'un que je connais quand même de plus en plus. On siège sur le CA de l'Association des médecins d'urgence du Québec ensemble déjà depuis, je pense, un an ou deux là, que tu es présidente. Donc, Marie-Maude Couture, docteur Marie-Maude Couture, qui est médecin d'urgence, urgentologue en fait, spécialiste en médecine d'urgence à l'Université de Sherbrooke, où je suis Estrie Est. Je ne sais pas comment exactement on dit le terme, mais elle est présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Marie-Maude, bonjour, comment vas-tu? Bonjour Richard, bonjour tout le monde. Je vais bien, merci. Et on a plusieurs étudiants résidents avec nous aujourd'hui pour cet enregistrement du balado, incluant notre coordonnatrice Catherine Larouche. Alors, Marie-Maude, donc moi, je t'ai connue, ta réputation te précédait comme étant une leader engagée depuis plusieurs années à différents égards. Moi, je t'ai connu, tu dirigeais le programme de résidence des MU5 à l'Université Laval. On ne s'était jamais croisés, mais les résidents nous parlaient de toi sans arrêt comme étant quelqu'un qui les avait beaucoup inspirés et marqués dans leur parcours. Euh, je pense qu'ils t'ont même mis en nomination pour un prix et tu avais gagné le médecin d'urgence du Canada, de l'Association canadienne des médecins d'urgence, une année pour toute ton implication en leadership et en enseignement. Alors, félicitations pour ça encore une fois, Merci. Marie-Maude. Marie-Maude, t'es une leader vraiment humble, à l'écoute, euh, qui a une énergie phénoménale. D'ailleurs, on te rencontre seulement quelques heures avant ton shift, en plein long week-end de la fête, je sais pas, de la Reine ou de la fête des Patriotes, on va dire, au Québec. Et tu es toujours disponible pour nous tous au CA et pour donner des entrevues médiatiques par rapport à l'urgence. Euh, Marie-Maude, tu es invitée ici en tant que leader engagé, puis je pense que tu es vraiment un exemple de leader pour beaucoup de ces jeunes-là. Et la spécialité de la médecine d'urgence est une des spécialités qui demeurent les plus populaires, encore une fois. Premièrement, es-tu surprise que la médecine d'urgence soit aussi populaire que ça? Parce que notre travail est vraiment pas si jojo dans le quotidien, mais de ce qu'on te prend, tu le fais toujours avec un sourire. Alors, Oui, ben, tu me gênes, Richard, avec toutes ben, je te remercie pour cet éloge. Puis oui, le prix des résidents, ça a été vraiment pour moi un moment vraiment important parce qu'il y a une reconnaissance quand ça vient des gens pour lesquels on travaille. En médecine, on n'a pas vraiment de coup de cœur du public. On peut en avoir avec le Collège des médecins, mais c'est vraiment rare. Mais quand ça vient avec quand on est directeur de programme, d'avoir ce prix-là des résidents, je m'y attendais pas. J'étais vraiment, pour moi, c'est vraiment un bon moment. Donc, quand on en parle, j'en parle pas souvent, mais merci d'avoir déterré ce moment-là qui est très fort dans ma carrière. À ta question, est-ce que ça me surprend? Ben, quand moi, j'ai appliqué en médecine d'urgence, euh, j'étais seule résidente dans ma cohorte. Donc, et on était 9 applicants. Et c'est vraiment, j'ai eu le poste parce que les 3 autres avant moi ont choisi des autres spécialités. Donc, c'était tout sauf populaire, la médecine d'urgence spécialisée. Donc, ça, c'est en 2002 que j'ai commencé ma résidence. Donc, j'étais vraiment seule à faire mon parcours. Il y avait avant moi des cohortes de 2 à 3 étudiants, mais après moi, il y a eu des cohortes de 1 étudiant pendant plusieurs années. Donc, enfin, oui, c'est populaire, la médecine d'urgence, c'est populaire par la médecine familiale, par la troisième année, l'année complémentaire en médecine d'urgence, programme de compétences avancées en médecine d'urgence, puis par la spécialité. Puis les gens, maintenant les étudiants, en fait, les gens commencent à comprendre aussi, c'est un chemin différent pour arriver à un même objectif, mais avec des compétences acquises différemment. Donc, moi, je suis vraiment contente de voir qu'il y a un engouement. Puis je pense que les gens arrivent à voir aussi que c'est pas qu'il y a une vision derrière la médecine d'urgence, c'est pas juste du travail à l'urgence. Puis oui, effectivement, à l'urgence, on est très énergique.
Mais heureusement, on a toutes sortes de personnalités, fait que ça rend cette spécialité-là. Et la médecine d'urgence globalement, puis quand je dis spécialité, je dis la communauté d'urgence. C'est inclusif pour tout le monde qui fait de l'urgence, incluant aussi le personnel qui travaille avec nous. Donc, c'est vraiment des gens c'est une communauté à part entière. C'est un monde parallèle. C'est comme une mini-ville dans chaque urgence. Il y a une mini-ville. Dans chaque village, chaque ville, il y a encore un autre petit village qui s'appelle l'urgence. Intéressant, merci. On reviendra peut-être un peu plus sur la particularité de ce travail-là un peu plus tard. Mais j'aimerais parler de ton expérience de leader. Alors là, je vais en oublier parce qu'on a parlé de direction du programme d'AMU5, mais tu as aussi dirigé le département de médecine d'urgence dans le CHU de Sherbrooke, en fait. En fait, j'ai commencé, moi, j'avais aucune idée de ce que j'allais faire. Je savais juste qu'en sortant de la spécialité en 2007, je voulais travailler dans une urgence qu'il n'y avait pas déjà de spécialiste parce que je me voyais vraiment comme euh, avec des outils, des atouts pour aller aider une équipe. Donc, j'avais choisi l'équipe de Saint-François d'Assise pour laquelle j'étais la première spécialiste là-bas, avec une équipe super accueillante et une urgence qui, rapidement, quand je suis arrivée, il y a eu de mémoire 12 départs en quelques mois. Donc, il a fallu sur 24 ou 25 médecins, ma mémoire fait défaut. Donc, j'ai pris le poste de chef alors que j'étais aucunement crédible, très jeune, enceinte ou tout juste en postpartum. Donc, ça n'avait aucun bon sens. Mais j'ai vraiment appris énormément. Et ça a été le début de ma carrière avec une position de leadership. Je ne le conseillerais pas nécessairement. Ça laisse quand même des bonnes marques, mais des marques aussi des fois plus particulières dans l'expérience. J'aurais voulu avoir plus d'expérience avant de le faire, mais tout ça pour dire que j'ai commencé comme chef d'urgence pendant 4 ans à Saint-François et mon mandat. Donc, à chaque fois, peu importe où je suis passée, je me suis toujours figuré un mandat. Si on m'en donnait pas, moi, je m'en fixais un. Et celui-là, c'était de recréer une culture d'unité au sein de l'urgence et de recruter une équipe forte qui allait faire de la rétention. Puis ça a vraiment bien fonctionné. C'est pas instantané, mais donc pour ça, pour moi, c'était ma vraiment première expérience de gestion. Parce que quand j'étais résidente étudiante en médecine, j'étais pas quelqu'un qui tenait à avoir un poste. J'étais pas aussi impliquée que mes collègues que je vois à l'écran, que d'ailleurs je les félicite parce qu'ils ont vraiment beaucoup de courage managérial. Moi, ça a commencé un peu plus tard et de manière totalement inattendue, mais à partir de ce moment-là, un de mes principes moi, dans la vie, c'est de ne jamais dire non à une opportunité. Donc, j'ai toujours dit oui aux opportunités. Évidemment, il y a des choses qui, des fois, ne font juste pas si je ne suis pas capable de livrer la marchandise ou ça ne rentre pas dans mon temps, je vais être obligée de choisir et des fois de renoncer, mais je ne dis jamais non à une opportunité et ça m'a ouvert des portes incroyables. Euh, donc, après la chefferie à Saint-François, le CHU de Québec s'est fusionné en 5 urgences et moi, j'ai pris la portion pertinence qualité de soins pour les 5 urgences. Donc, j'ai mis en place le programme de qualité de soins, de pertinence de soins, qui était vraiment quelque chose que j'aimais, le plus choisir avec soin, qui était vraiment dans ces premières années en 2013-2014, les premiers balbutiements de choisir avec soin. Et après ça, j'ai été directrice, j'ai enseigné beaucoup à l'université aussi Laval au préclinique. Puis ensuite de ça, j'ai pris on est venu me voir pour m'offrir le poste de directrice de programme et j'ai sauté dessus. J'ai dit, j'ai aucune idée, mais ça m'intéresse. Puis je pense que je serais capable d'apporter quelque chose. Donc ça a été aussi, c'est toujours comme ça dans en fait, les opportunités sont nombreuses. Il faut juste être capable de garder les yeux ouverts. Et après ça, étonnamment, Richard, en 2019, alors que ma carrière était bien démarrée, ça faisait déjà 12 ans que je travaillais à temps plein à Saint-François, à l'Hôtel-Dieu de Québec par moment et en Gaspésie aussi. Je faisais du dépannage pour toujours me garder à jour. Je faisais de la gestion. J'avais une famille. Ben, j'ai eu 4 offres de travail, de milieu d'urgence extérieur alors que j'avais rien demandé à personne. Alors, ben, j'ai appliqué mon principe de je ne dis non à aucune opportunité et j'ai choisi celle de Sherbrooke. J'ai vraiment déraciné toute ma famille. On est parti pour que je sois chef de département pour les 8 urgences de l'Estrie. Et est arrivée la pandémie.
Fait que tout un phénomène social, professionnel aussi. Et donc, pour mes enfants aussi, que j'ai déracinés, qui, eux, se retrouvent dans une ville, un endroit totalement différent, sans plus pouvoir avoir de contact avec, ne pas pouvoir socialiser facilement pendant la pandémie. Ils n'ont plus de réseau vraiment. Et puis moi, ben, ma carrière a vraiment pris un air d'aller, là, où j'ai pu, je sais pas, un certain 8-9 mars 2020, je suis allée au centre de commandement. Je dis, ah, c'est bizarre, il y a quelque chose qui se trame. Puis là, pouf, ça a commencé en Estrie. On était vraiment des leaders pour la gestion de la pandémie. Et de fil en aiguille, après ça, j'ai mis en place le regroupement des chefs d'urgence du Québec pour pendant la pandémie pour dire, hey, c'est pas vrai qu'on va refaire les protocoles 20 fois là, ou 70 fois parce qu'il y a environ 70-73 urgences. Donc, puis ça a été vraiment un coup de cœur dans ma carrière d'être capable de réunir les chefs d'urgence euh, pour pouvoir défendre les patients, défendre la qualité des soins de manière non syndicale. On ne parle pas de conditions de travail, on parle vraiment pour les patients. Euh, et puis ça, après ça, ben, est venu à moi. J'ai été obligée de faire quelque chose de super difficile, donc de démissionner de mon poste de chef d'urgence parce que ça ne convenait pas à mes valeurs. On venait heurter mes valeurs dans le type de gestion. Et je l'ai fait avec beaucoup de fracas, de manière stratégique. Pour les médias ici à Sherbrooke, ça a été quelque chose. On a été plusieurs chefs à démissionner pour pouvoir défendre, protéger une de nos collègues qui avait vécu beaucoup de difficultés à même notre établissement. Donc, j'ai respecté vraiment mes valeurs. Et après ça est venue une opportunité avec l'AMUC et me voilà maintenant. Et bien, mon prochain mandat, et j'ai décidé de relever le défi de faire une maîtrise, un master. J'ai fait beaucoup d'études de gestion à travers tout ça. Puis j'ai décidé de faire un master en éthique clinique à partir en Grande-Bretagne en virtuel, c'est-à-dire non en présentiel à partir de septembre, et j'ai été acceptée. Donc, je suis plutôt fière. C'est quand même Ah, beaucoup de choses en même temps, mais c'est comme la dernière portion de ma carrière de me dire, moi, mes valeurs, c'est vraiment la justice sociale, l'équité d'accès, la pertinence. Donc, enfin, je vais pouvoir me concentrer, me donner un vocabulaire, puis militer avec les bons mots, la bonne philosophie. Donc, voilà, c'est un peu le court parcours de ma carrière de leader ou de leadership, appelons-le comme on veut. puis si tu permets, wow, t'es vraiment très impressionnant, Marie-Maude. Puis je saute sur quelque chose qui est particulier. En fait, tu dis jamais non. Alors, Jamais. comment faire? Mais OK, explique-moi ça, là, parce que tu as vu comment tu as été sollicité lorsque, tu sais, peut-être que tu regardes, ou c'est un hasard, là, tu as eu plein Mhm. d'offres en même temps, comment dire, comment choisir après? Euh, et Ben, est-ce que c'est pas toi que tu choisis, puis après ça, ben, tu fonces vers les opportunités, ces opportunités, tu sais, jusqu'à quel point tu suis le parcours qu'on te propose, qui peut être vraiment engageant. Donc, tu as parlé de la chefferie d'urgence. Il y a des gens, puis tu en connais, puis j'en connais, il y a des gens qui optent pour cette carrière de leader euh, pour toutes sortes de raisons. Et puis, des fois, ils pensent qu'ils vont changer le monde avec ça. Puis là, ils se rendent compte que, tu sais, dans le fond, beaucoup de réunions, tu décides pas tout, les façons dont les décisions sont prises n'impliquent pas nécessairement toutes les parties prenantes de façon démocratique. Alors, des fois, tu peux te retrouver dans des positions au-dessus, ce qu'on dit en anglais rubber stamp, des décisions, où tu contestes, mais tu enfonces beaucoup de temps. Euh, alors qu'il y a des gens qui vont réfléchir beaucoup, hein, tu sais, avant de s'embarquer dans quelque chose. Alors, qui es-tu par rapport à ça? ben, c'est sûr que moi, j'ai aussi une philosophie de vie où je ne regrette jamais rien, je n'ai pas de remords dans la vie. Donc, si je prends une décision, je l'assume. Puis, par exemple, force est de constater que par la gestion de la pandémie, pour moi, ça a été une opportunité en or. C'était incroyable. Mais si je n'avais pas été chef d'urgence à Saint-François, on m'aurait jamais recruté pour être chef de département. Et c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, je savais pas où je m'en allais avec ça. Je l'avais jamais eu. Moi, j'étais plus quelqu'un j'avais fait une maîtrise en éducation. Donc, j'allais vraiment plus vers la sphère d'enseignement, mais tout est Pédagogique. complémentaire. Tu sais, je suis contente d'avoir été directrice de programme. Ça m'a donné un réseau incroyable pour avancer des projets, des connexions au niveau de l'Association canadienne de médecine d'urgence. Ça m'a donné aussi
un langage que je connaissais pas aussi. Puis dans chaque situation, peu importe où on l'apprend, que ce soit en enseignement ou en gestion hospitalière, pour dire, il y a des défis qui se ressemblent, c'est juste pas les mêmes thématiques, mais il y a aussi des conflits. Puis on apprend avec le temps. Au début, quand j'étais chef d'urgence, je dois avouer que les conflits, je les gérais très mal à l'intérieur. Et maintenant, les conflits, pour moi, c'est une source de dire, OK, on est capable d'avancer ensemble. Donc, même si c'est pas la même discipline ou le même type de gestion que je fais, il y a quand même des thématiques, il y a quand même des concepts qu'on peut aller chercher de tout ça. Puis moi, ben, j'ai extrêmement mûri dans ma façon d'aborder les problématiques, les problèmes, mes attentes. Aussi, moi, je suis quelqu'un à l'urgence, c'est action-réaction, on est habitué, on fait quelque chose, il y a une réponse. En gestion, ça prend 4 ans récolter ce qu'on a semé, peu importe. Puis des fois, c'est un mouvement qu'on a créé. Hein, tu le sais, Richard, c'est un mouvement qui est long à partir. Puis quand il part, poup, 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 là, ça déboule, puis ça crée un phénomène, un engouement par moment. Donc, je vais donner un exemple en médecine d'urgence. Ça fait 30 ans qu'on parle que les urgences sont congestionnées. Et on a souvent parlé de faire de la surcapacité à l'étage. Donc, c'est-à-dire, si on déborde, si on est à 140 pourquoi il n'y aurait pas 40 de plus de lits à l'étage? Un concept qui est quand même, pour les gens d'urgence, assez clair, mais ça fait 20 ans, sur 30 ans de congestion, ça fait 20 ans que cette solution-là a été amenée. Bien, maintenant, depuis 5 ans, 3 ans davantage, il y en a de la surcapacité, pas à la hauteur de ce qu'on aimerait, mais donc, il y a quelqu'un qui est parti le mouvement, puis nous, on a juste quand j'étais au recrutement, on a juste sauté sur cette crise-là pour pousser ce que les autres avaient fait. Donc, dur de dire qu'on peut réfléchir une opportunité puis savoir qu'elle ne nous plaira pas ou qu'elle n'est pas dans la définition de notre carrière. Donc, c'est la seule chose que je n'ai pas vraiment touchée de mon côté, moi, c'est la recherche. En effet, j'ai participé un peu à des projets de recherche, quelques publications, mais c'est vraiment pas. Mais quelqu'un parlerait de recherche puis dirait pour vrai, pourquoi pas? Mais après ça, comment refuser? Des fois, on n'a juste pas le temps. Dernièrement, on m'a approché pour un poste médecin examinateur. Puis c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on se dit, là, on juge la qualité des soins, encore une façon d'aller vers la qualité des soins, mais malheureusement, C'est le quoi temps ça, manqué. médecin examinateur, pour ceux qui ne Ah connaissent pas oui, ça? c'est une bonne question. Dans les hôpitaux, on est obligé d'avoir en fait un système ou une plainte. Un patient fait une plainte pour un épisode de soins, soit envers le médecin, l'infirmière, peu importe le processus de triage. Le médecin examinateur, il y a une évaluation du dossier et quand ça relève d'un enjeu de professionnalisme, de compétences du médecin, de quelque chose, d'un enjeu de communication avec le médecin, il y a un médecin examinateur qui est nommé par l'établissement pour réviser le dossier et faire des recommandations. Et le médecin, c'est un processus extrêmement stressant pour les médecins parce ils font ce travail-là avec beaucoup de cœur, sans jamais personne qui se lève le matin en se disant je vais nuire au patient. Et en plus, ils sont jugés sur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui déstabilise un médecin. Donc, on m'a offert d'être médecin examinateur, donc de faire le travail d'évaluer le dossier lorsqu'il y a des plaintes. Et je trouvais que c'était encore une opportunité qui faisait du sens avec la qualité des soins. Peut-être aussi, justement, changer un peu la philosophie actuellement, ou qui est plutôt punitive ou très négative, et voir ça comment amener un peu une vision, un vent de fraîcheur sur l'impact que ça a sur les médecins quand on fait une plainte. C'est quoi la responsabilité des patients face à ça? C'est quoi la responsabilité de l'établissement? Si je reçois une plainte parce qu'il y a 30 patients dans la salle d'attente et mon patient a attendu trop longtemps, malheureusement, il est retenu la plainte, alors qu'on comprend bien que le médecin, bien qu'il soit le goulot d'étranglement parce qu'il a une vitesse, il ne peut pas tout voir les patients, il n'est pas responsable d'une salle d'attente pleine à craquer. Donc, je me disais, ah, wow, quelle belle opportunité. Malheureusement, j'ai été obligée de dire non parce que je n'ai pas le temps pour donner, pour faire ça. Donc, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas de dire, en fait, je dis jamais non aux opportunités en début de quand on me l'offre ou quand on m'aborde. Mais après ça, si je ne suis pas capable de livrer la marchandise, je suis honnête, je suis authentique, je vais dire non, je ne peux pas répondre, mais je reste disponible. Je vois toujours une opportunité dans ça aussi de me dire, ben, peut-être si vous avez un intérêt pour que je partage ma philosophie, peu importe, ça va me faire plaisir. Vous pouvez me relancer dans quelques années. Donc, pour moi, c'est vraiment quelque chose, en fait, c'est juste puis aussi, c'est en plus on avance, plus on sait ce qu'on veut faire. Au début, on ne le sait pas, donc c'est pour ça qu'il faut garder les opportunités,
tout ce qui est possible. Donc, je crois que notre carrière n'est pas dessinée d'avance. Elle se forge au fur et à mesure des opportunités qu'on rencontre. Mais il y a beaucoup de philosophie là-dedans, en fait. Effectivement. Et donc, tu parles vraiment aussi là, de qu'est-ce que tu fais, comment tu gères ton temps par rapport à tout ça. Tu as une famille aussi. Oui. Ben, Et donc, tu travailles sur des gardes. Donc, tu as 2 enfants, je pense. Tu as oui, j'ai eu deux 2 enfants filles. pendant ma résidence. Donc, Déjà un défi. oui, donc Charlotte a même fait la manchette de l'AMC quand j'étais R5, elle avait 3 ans. Donc, elle a même pu faire une mini-entrevue pour expliquer c'était quoi une maman. C'était dans les premières résidentes de spécialité, toutes spécialités confondues, qui avaient des enfants. Wow. Il y avait pas de congé de maternité réel à cette époque-là. Il n'y avait pas de RQAP, il n'y avait pas de conditions. Donc, c'était quand même avec une spécialité plutôt chirurgicale, donc pas nécessairement à ce moment-là une ouverture, une compréhension de ce que c'est un enfant quand on est résident. Et j'ai eu Augustine pendant mon R5, donc à la fin de ma... Et il faut dire que le congé de maternité à l'époque est grandi. Je suis vraiment contente que les conditions ont évolué, mais on avait entre 3 et 5 mois à l'époque. Donc, extrêmement difficile aussi pour le Mhm. début de pratique. Donc, aujourd'hui, je suis contente. Elles ont 18 et 22 ans. Et mes enfants, peut-être quand on leur demande si elles veulent être médecins, c'est clair, elles vont dire non. Puis petite, elles disaient toujours l'anecdote que je trouvais tellement mignonne, mais pour dire dans la tête d'un enfant, maman, les lampadaires ont été inventés pour toi parce qu'il y a juste toi qui travailles le soir et la nuit. Je trouvais ça tellement beau comment les enfants sont capables de s'adapter puis changer. Puis aujourd'hui, mes filles s'adaptent extrêmement bien. Donc, c'est pas. Puis j'ai toujours dit aussi, oui, j'ai travaillé fort même quand ils étaient petits, mais elle voit à quel point je suis passionnée. Donc ça a autant de valeur pour un enfant que d'avoir un parent qui est toujours à la maison ou qui est souvent à la maison, mais qui n'est pas nécessairement passionné par ce qu'il fait. Hmm. Intéressant, Marie-Maude. Euh, Écoute, dis-moi, mon interview aussi, pour évidemment tout ce parcours-là, mais maintenant tu es président de l'Association des médecins d'urgence du Québec. Peux-tu nous dire, pour quelqu'un qui écouterait cette entrevue-là, qui ne saurait pas c'est quoi la MUC, euh, c'est quoi? Bon, la MUC, c'est non syndical. En fait, c'est un organisme sans but lucratif qui réunit la communauté des médecins d'urgence qui vise l'excellence des soins d'urgence. Essentiellement, à la base, la MUC a été créée, je crois que c'est dans les années 90, Richard, tu me corrigeras. C'était vraiment quand il n'y avait pas vraiment de spécialité encore. La spécialité commençait à McGill, puis il y avait un besoin de faire une unité, un groupe, une communauté pour prendre des décisions sur un programme de spécialité. Mais aussi des positions. Ils ont commencé, c'est vraiment beau quand on regarde l'histoire de la MUC en 1998 environ. Ils ont fait une position sur le port du casque de vélo. Le port du casque à vélo. Donc, ils ont réussi à aller changer la réglementation municipale. Certaines municipalités ont adopté cette loi-là. Donc, c'est la MUC qui a poussé ce projet-là, puis qui a été le groupe qui a milité et qui a changé cette mentalité-là. Même chose pour le casque de ski et le casque pour faire de la planche à neige. Donc, je trouve quand même intéressant. Ça, c'est de la MUC, les premiers balbutiements, comment ça a avancé, mais c'est vraiment la mission et l'excellence en médecine d'urgence, donc au niveau de la formation. Donc, beaucoup de congrès de formation spécifiques à des thématiques en lien avec la médecine d'urgence. Maintenant, développe davantage un rôle plus stratégique politique, donc un réseau de contacts avec le reste du Canada, par exemple, sur la congestion des urgences. La semaine dernière, j'étais à un forum national sur la situation des urgences au Canada, comment se sortir de la crise, de la fermeture des urgences en région, etc. Donc, c'est quand même... donc, on est très connecté avec le Canada. On est très connecté aussi avec la sphère plus politique, mais vraiment et médiatique. Donc, la MUC n'est pas attachée à défendre la qualité, les conditions pratiques des médecins. On est loin de là. On est vraiment pour la qualité des soins et l'excellence. Et on ne représente pas aucun établissement. Donc,
on est libre de dire des choses qui peuvent influencer positivement la qualité des soins. Donc, on s'est donné aussi cette mission-là d'aller dire des messages, militer pour des sujets qui ont vraiment un impact pour les soins qu'on donne aux patients en médecine d'urgence. Donc, c'est une communauté qui est forte, qui pourrait être encore plus engagée, mais c'est bénévole. Donc, les médecins comme toi, Richard, qui sont avec moi, on a tous des, un- une implication déjà complète, mais l'AMUC nous attire naturellement parce c'est noble comme organisation, c'est pur et c'est vraiment très, très non syndiqué, je tiens à le dire. Souvent, on nous confond, mais nous, on est vraiment là pour les patients. Je dirais à peu près ça, Richard. Je ne sais pas si ça fait du sens. Combien de membres? De mémoire, 600, 700, je crois, peut-être un peu plus. Attends un petit peu, je me trompe. Dans nos congrès, on est à peu près 600. Je crois que dans les membres, peut-être jusqu'à 3000 par moment de pointe là, sur les réseaux sociaux qu'on arrive à aller rejoindre. Oui. Et combien, et combien de médecins qui pratiquent dans les urgences? Parce que, écoute, c'est quand même assez intéressant. Il y a 14 millions de visites dans les urgences à travers le Canada. Tu as peut-être les chiffres plus récents pour le Québec, puis ça doit frôler le 3-4 millions juste au Québec. Oui. Oui, Un certainement. Oui. demi-million dans les petites urgences rurales, simplement, là, dans les hôpitaux, là, pas les dispensaires. 95% des gardes à l'urgence sont couvertes par des médecins de famille Oui, environ qui n'ont... 90. Ouais, Si on regarde les médecins 90. d'urgence, 90 sont des médecins de famille qui ont ou non la troisième année, l'année complémentaire. La plupart sont des médecins de famille qui ont une pratique mixte aussi. Donc, ils ont aussi la pratique en Du bureau bureau et ou tout de ça. l'hospice. Oui, Ouais. effectivement. Et donc, il n'y a pas beaucoup de spécialistes, hein. Vous êtes rendu combien en spécialité? 250 peut-être, 250 280. quand même, c'est quand même plus que c'était, là. Ça monte de Oui, façon importante. OK. Dis-moi, donc, tu fais beaucoup d'entrevues médiatiques. Et on en a parlé justement avec Maxence Pelletier-Lebrun qui est ici avec nous, qui est le président. En fait, il termine son mandat des étudiants en médecine du Québec, là, de justement les entrevues, comment ça peut être quand même stressant de faire ça, mais c'est tout un apprentissage. Comment tu gères les entrevues? Parce que tu fais d'excellentes entrevues médiatiques. Donc, comment ça se passe? On te met le micro dans le visage ou on part, je ne sais pas moi, le Teams, et puis c'est un sujet quand même assez pointu. Et je vois, on nous offre sur le site, tu sais, le CA, on nous offre à faire des entrevues. Là, on a comme un WhatsApp qui veut prendre l'entrevue, mais toi, tu en fais beaucoup. Et moi, j'en fais presque pas parce que, je sais pas, sortir un peu de ma zone de confort, peut-être ça me stresse un peu. Toi, t'en fais beaucoup. Comment tu te sens par rapport à ça et pourquoi on devrait faire ça? Oui, mais j'adore, mais j'aimais vraiment pas ça au début. Donc, c'est extrêmement stressant, effectivement. En fait, il y a des formations on n'arrive pas là en se disant je vais faire une entrevue. J'ai appris comment faire pendant la pandémie. J'avais fait des cours aussi à l'université Memorial University là, à Terre-Neuve, donc en gestion pour les médecins. J'avais appris à en faire, mais il faut le voir. Une entrevue est toujours une opportunité est toujours une opportunité de passer un message. Si les gens viennent nous voir, même si ce n'est pas l'entrevue, le contenu qu'on voudrait, c'est à nous à utiliser la tribune. On a une tribune qui est incroyable, il faut l'utiliser. On a toujours un. Puis il y a des fois aussi, si ça fait trop de moments qu'on passe dans les médias, bon, la crise dans les urgences, des fois, faut un peu, on en parlerait tout le temps, mais il faut un peu tempérer parce qu'il y a d'autres sujets dans la vie. Puis aussi, des fois, on alarme les patients, puis c'est pas ce qu'on veut nécessairement. Mais autrement, la plupart du temps, une entrevue est une superbe opportunité. Il faut juste être capable de l'organiser. Donc, c'est quand même beaucoup de travail. Il faut cibler vraiment bien les messages et avoir toujours nos messages dans la poche arrière. Donc, d'être capable de sortir d'une situation, donc être authentique. Puis quand on nous amène dans un chemin qu'on ne veut pas, c'est d'être capable juste de le dire et de. Il y a des stratégies, là, évidemment, qui existent, mais moi, à chaque fois qu'il y a la seule raison pour laquelle je refuse, c'est soit parce qu'on a trop crié au loup, il ne faut pas énerver la population,
ou le manque de disponibilité. Je ne peux pas faire une entrevue puis pas être disponible complètement ou être à l'urgence, ça, c'est impossible. Il y a des choses, il y a des tâches qui ne sont pas compatibles. Sinon, je dis toujours oui à une entrevue parce que c'est une tribune et il y a un contact avec les journalistes. Ils sont là vraiment, ce ne sont pas des ennemis, ce sont des alliés pour faire avancer. C'est grâce à eux qu'on a fait avancer beaucoup de dossiers au Québec. Puis depuis la pandémie, il y a cette ouverture-là à parler, on peut le voir, les lettres ouvertes, dans toutes sortes de médias, il y a une façon de s'exprimer pour le citoyen qui n'était pas là il y a 10 ans. Donc, quand on parle au nom de nos établissements, on est beaucoup plus muselé. Je dirais pas on est muselé, on doit dire un message qui répond vraiment aux attentes de nos PDG, de nos directeurs, de nos chefs, etc. Alors que pour nous, comme à la MUC ou peut-être l'Association des étudiants en médecine, etc., ben, c'est des opportunités incroyables de se dire, on va amener. Puis des fois, par exemple, je vais vous donner un exemple. On me dit tout le temps, il ne faut pas aller dans les urgences, il ne faut pas aller dans les urgences. Il y a 10 ans, on disait ça, les gens disaient, ben non, j'ai besoin d'aller dans l'urgence, je vais y aller. Aujourd'hui, les gens commencent une entrevue en disant, je le sais, docteur Couture, qu'il ne faut pas qu'on aille dans les urgences. On le sait. Et là, pouf, le sujet. Donc, vous comprenez, ça, ce bout de chemin-là, ça a pris quelques années à force que tout le monde fasse des entrevues pour dire pourquoi c'est dangereux, pourquoi c'est pas requis l'urgence, pourquoi c'est requis, dans quel moment il faut consulter. Il y a une éducation à la population qui a été faite. Il y a un message qui est passé aussi auprès de un phénomène super intéressant à l'automne, il y a quand Santé Québec est arrivé, la MUC s'était amusée à dire, en coulisses, là, je vous donne un scoop, mais s'est amusée à dire l'urgence, c'est l'affaire de tous. On avait juste écrit ça, avec des recommandations, des souhaits pour Noël. L'urgence, c'est l'affaire de tous. Il faut protéger les urgences, il faut protéger les plus vulnérables, il faut entourer ceux qui sont plus isolés, etc., etc. Des choses pour avoir accès à un défibrillateur en société. Bon, des souhaits qui étaient plutôt positifs, mais aussi pour prendre soin des gens dans notre société. Quelques semaines après, c'est repris dans les médias par Santé Québec, l'urgence ou c'est l'affaire de tous. Et ce phénomène-là, vous verrez, s'il y a d'autres entrevues, l'urgence, c'est l'affaire de tous. La MUC le dit, on l'a dit quelques fois, et maintenant, ça devient comme dans le discours commun de se dire il faut tous faire attention à l'utilisation d'urgence pour la rendre accessible quand les gens ont des soins, ont besoin de soins urgents. C'est une des stratégies, on voit vraiment l'effet là, positif qu'on peut avoir sur une éducation à notre population, à la population, mais aussi à nos administrateurs. C'est quand même agréable de voir ça. Et les journalistes, je ne vous cacherai pas qu'ils communiquent directement avec nous parce que des fois, ils veulent l'information qu'ils n'ont pas réussi à avoir. Ils savent que c'est donnant-donnant. Donc, c'est vraiment un travail de collaboration. Il ne faut vraiment pas le voir comme un piège. Il y a des entrevues qui sont pièges, mais nous, dans notre type de domaine, spécialité, on a un rôle privilégié de pouvoir dire des choses avec de la crédibilité, qui est pas, c'est pas, on n'amène pas des sujets qui sont controversés. On amène des sujets qui veulent le bien-être de la société. Donc, c'est sûr qu'on a une belle tribune. Et ben, je suis content de voir ça. Donc, il y a une vision qui est associée par rapport à tout ça. Et on voit déjà que tu es une leader qui est capable de voir la vision à long terme. Donc, c'est comment les petits gestes, tu as parlé du 4 ans, hein, que ça prend 4 ans, Ah oui. à changer quelque chose dans de grandes organisations. Il y a le docteur Pierre Durand, qui était un ancien doyen à Laval, que tu as peut-être connu, qui lui disait 7 ans, de ne pas vous décourager. C'est l'autre, c'est moi, par rapport à la médecine rurale, les recherches, ça, j'ai tendance à croire que c'est alentour de ça aussi, là, tu sais. En tout cas, plus que 2 ans, tu sais, c'est sûr. Oui. Ça prend vraiment beaucoup d'années avant de changer quelque chose. Euh, et je pense que donner des entrevues, comme tu dis, cette perspective-là de laisser des traces, les gens parlent, repositionnent les choses. Fait que je te remercie de faire ça. Je vais peut-être en faire plus, là. On va. Dis-moi, parlons maintenant de la situation des urgences en région rurale. Parce que, évidemment, moi, j'ai été recruté à la MUC, euh, c'est Judy Morris, l'ancienne présidente, qui était sur le CA dans le temps. Puis notre ancien président aussi qui m'a invité à embarquer sur le CA de la MUC à cette époque-là
pour justement parler des urgences rurales. Donc, nous, on commençait nos recherches sur les urgences rurales. On ne savait pas ce qu'on sait maintenant. Et ce qu'on sait maintenant, c'est un peu inquiétant. Et les choses changent de plus en plus très rapidement. Et donc, tu as vu probablement l'étude du Globe and Mail publiée en juin dernier qui a créé finalement leur propre base de données pour mesurer les fermetures partielles ou complètes des urgences en région rurale du Canada. Mais c'était dans toutes les urgences, mais ils ont remarqué que dans les régions, c'est encore plus compliqué partout au Canada. C'est au moins 30 à 40 de ces urgences-là au cours de la dernière année là, avaient fermé à un moment ou à un autre ou complètement. Et ça, c'est sans compter les réductions de services. Là, donc, ton scan, ben, tu n'en as pas ou il est fermé à telle heure ou bon, tu n'as plus de laboratoire, etc., etc. Et ça a laissé les, euh, les, les professionnels des régions rurales un peu en panne, sous le choc, à se défendre vraiment très, très fort. Mais ça a laissé vraiment beaucoup de citoyens vulnérables à se défendre. Puis le Globe and Mail rapporte les témoignages de personnes qui ont cogné aux portes de ces urgences-là. Il rapporte aussi tous les efforts des communautés, puis beaucoup de personnes âgées qui se sont retirées ou qui restent dans des régions rurales à défendre leurs citoyens parce qu'eux autres, ils ont du temps. T'sais. Ils ont du temps, puis ils sont vulnérables. Puis ils le font pour, pas nécessairement pour eux, mais ils le font pour ceux qui restent. Parce qu'ils se disent souvent, tu sais, moi, tu sais, écoute, on avait ça avant, on mérite d'avoir ça, ça marchait, là, ça ne marche plus. Puis je le fais pour les autres parce que moi, il me reste moins de temps, tu sais, à vivre. Je sais que ça va prendre du temps. C'est très touchant. Nous, on est dans les suivis du projet Urgence Rurale 360, là. On a la larme à l'œil, on rappelle les gens 6 mois après notre spectacle Urgence Rurale. Puis on a la larme à l'œil de témoignages de personnes qui se présentent aux rencontres de suivi, puis qui nous remercient d'avoir été là, puis qui parlent de qu'est-ce qu'ils veulent faire, puis comment ils sont vulnérables. Et c'est très touchant de voir des gens se défendre, qui n'ont pas nécessairement de connaissances médicales, qui se fient beaucoup sur qu'est-ce qu'on leur dit sur le terrain. Et très franchement, je me dis, c'est un puits sans fond de temps et d'énergie à déployer pour ces personnes-là. Nous, à la MUC, mais quoi faire pour ces gens-là? Puis les urgences rurales sont, d'abord, tu le dis, c'est des médecins qui font l'ensemble de l'œuvre, qui sont aussi membres et qui participent beaucoup à d'autres réunions de la FMOQ, du Collège des médecins de famille, moins des fois à la MUC, qui font des gardes de temps en temps à travers tous leurs chiffres et qui ont peur même de faire ces gardes-là parce que c'est devenu stressant. Mais s'ils ne vont pas, ça va demeurer fermé. Et ils le font pour maintenir les services à leur communauté. Dans mon sens, les gens qui travaillent là, c'est des héros. J'ai parlé à beaucoup de célèbres médecins, là, Ian Steele, Jeff Perry, qui ont pratiqué dans des régions rurales, qui prennent des transferts, qui me disent, moi, je ne travaillerai plus là, je ne serai plus capable. Ça me stresse. Puis chaque fois qu'on me réfère des patients, là, je les prends parce que, hommage à tous ces gens-là, ils font beaucoup. Là, je fais un gros discours à Marie-Maude parce que moi, j'étudie ça depuis 15 ans, là. Et donc, on a fait beaucoup d'efforts à présenter, faire du transfert de connaissances. Puis là, bon, on commence à recevoir des appels de Santé Québec, le ministère. Mais même là, tu sais, les choses n'ont pas changé depuis 15 ans. Je suis sur le CA de la MUC, mais je ne veux pas prendre tout votre temps parce que sans arrêt, on ferait des affaires là-dedans, là, tu sais. Mais il y a tellement d'enjeux, la congestion, les affaires. Je ne sais plus comment prendre ça. Puis là, c'est catastrophique parce qu'il y a un mouvement de fermeture de ces petites urgences vraiment importante présentement que j'ai jamais vu autrement. On a juste à regarder des places comme, ben, tu as vu dans ta région, tu sais, Quaticook. On a vu aussi dans le bas du fleuve, là, Poinégamouk. Ensuite, Catherine, c'est quoi un autre d'emblée? Là, on peut en nommer Trois plusieurs. pistoles. Trois-Pistoles. Fortierville. Fortierville, Rivière-Rouge. Rivière-Rouge, qui est obligé d'aller en cours et que c'est un précédent. Des urgences qui voient des milliers de personnes, en fait. Puis ces décisions-là sont souvent improvisées. Improvisées dans le sens que c'est pas vraiment un manque tant que ça de personnel. Il y a des questions de coûts, probablement.
C'est fait sans l'accord, sans informer concrètement les personnes sur le terrain, surtout pas les maires et les préfets. Il y a des maires et des préfets, laissez-moi vous dire, donc, qui prennent quand même position pour le politique, pour des raisons politiques, là, ça m'échappe. Mais la plupart vont défendre. On a vu Maniwaki aller au bat à notre spectacle, là, c'est des gens absolument engagés. Mais c'est vraiment tough. Puis il y a des PDG qui prennent la décision top-down, puis sont prêts à aller au bat, puis je ne sais pas pourquoi ils font ça. J'aimerais vraiment que dans nos entrevues, Catherine Larouche, là, qui coordonne, on pense à amener de ces gens-là en entrevue pour toute leur histoire. On l'a fait avec Rivière-Rouge, pour qu'ils racontent leur histoire. Marie-Maude, moi, je ne sais pas. On a un spectacle Urgence Rurale 360 qui a fait 15 représentations, on a rejoint 2000 personnes. Puis là, on veut continuer, mais en dehors de la recherche, probablement, il faut trouver des fonds, il faut faire ça. Mais les gens, les artistes, les gens ne veulent pas qu'on arrête parce que ça crée cet engagement-là. On peut en jaser. Mais je ne sais plus par où prendre ça. Puis on essaie de faire une différence avec le Living Lab en amenant des étudiants, etc. Toi qui as travaillé avec plusieurs organisations, les tables des chefs, tu as rencontré tous ces gens-là, tu connaissais le ministre, tu sais comment jaser avec le ministre. D'ailleurs, on jase avec le cabinet de la ministre pour les questions des violences dans les urgences. Qu'est-ce qu'il faut faire pour protéger les urgences rurales, Marie-Maud? C'est une question plutôt difficile. Je vais te parler de mon expérience parce que je n'ai pas la réponse, mais il y a deux affaires là-dedans. Il y a plusieurs affaires. Ce que je te dirais, Richard, d'un, continue à faire de la recherche parce que pour les gens en gestion, entre autres, par exemple, j'ai eu affaire à lire tes études antérieures quand j'ai eu un problème de rétention des médecins, par exemple à Quaticook ou à Val-des-Sources ou à Mégantic. Je suis allée voir les études qui disaient qu'est-ce qui fait qu'un médecin quitte une urgence rurale. Puis ça peut être la même réflexion aussi pour le personnel, c'est pas nécessairement les mêmes enjeux. Puis c'est très éclairant d'avoir de la littérature, des études qui nous guident. Donc, par exemple, pour l'Estrie, quand j'ai pris mon mandat comme chef de département des 8 urgences en 2019, j'avais constamment des urgences qui étaient en rupture ou en pré-rupture par manque de médecins. Pour les petites urgences rurales, il y en a 4 qui étaient vraiment, puis deux, 3 plus centrales, plus urbaines, puis 2 semi-urbaines, semi-rurales, un plus régional, je veux dire. Puis de savoir qu'un médecin, ben, il a besoin pour de la rétention d'avoir des collègues, d'avoir des compétences, des connaissances mises à jour, d'avoir aussi une capacité de maintien de ses compétences. Donc, quand tu lis des choses comme ça, tu dis, OK, les médecins en petite urgence qui ne sont pas exposés à des cas tout le temps malades ont besoin de garder des compétences. Donc, au CIUS de l'Estrie, on s'est assuré qu'il y a un programme de maintien de compétences, donc qu'ils puissent venir faire des gardes dans les plus grandes urgences, les urgences urbaines. Ça fait bien l'affaire. Au début, il y avait beaucoup de résistance. Mais ça, aujourd'hui, ça fait partie de notre quotidien. Les médecins ont ils peuvent aller dans à peu près toutes les urgences de l'Estrie pour garder leurs compétences. Donc, régulièrement, on a des médecins de Magog, d'Asbestos, de Quaticook qui viennent faire des quarts de travail avec nous, combler des trous aussi, s'exposer à des patients malades dans un cadre plus universitaire, repartent avec des compétences, maintiennent leurs compétences, ont tendance à plus rester dans leur milieu. Ça n'empêche pas les fermetures complètement, mais ça maintient des équipes beaucoup plus solides. Puis c'est des phases, hein, c'est des crises. Il va toujours y avoir des crises il s'agit qu'il y a un couple médecin qui part d'une région, puis on vient déjà d'enlever 2 médecins, on vient de fragiliser une équipe. Puis on sait que pour faire fonctionner une urgence, ça prend minimalement 7 médecins pratiquement à temps plein là, pour pouvoir juste s'assurer qu'ils ont des congés, des vacances, pouvoir suivre aux congés de maternité, etc., les maladies. Donc, le nombre de base, c'est 7. On comprend que la plupart des urgences rurales n'ont pas 7 médecins temps plein. Donc, après ça, quand tu as essayé de stabiliser ton équipe, quand tu es allé voir les stratégies, comme Quaticook, je vais donner l'exemple Quaticook, j'ai dû contribuer à faire fermer cette urgence-là la nuit et non la fermer complètement. Et finalement, au bout de ces années-là, je crois que c'était la meilleure stratégie parce que sinon, on avait une crise complète où le personnel aussi allait partir. Donc, l'urgence maintenant, elle a plusieurs volets. J'ai de la misère à l'exprimer, mais ça a été un long travail, c'était déchirant. Il fallait rencontrer les préfets, la population pour leur expliquer.
Et valider les attentes. Les gens veulent parfois avoir le centre de cardio, le centre de dialyse, et ce n'est pas possible quand on est à proximité d'un gros centre. Donc, on a réalisé que les gens avaient, par exemple, communauté, une douleur dans la poitrine et leur réflexe était de prendre leur voiture, de se rendre à l'urgence de Quatico. Mais non, c'est pas ça qu'il faut faire. Quand on a une douleur dans la poitrine, il faut faire le 911, puis l'ambulance va venir nous chercher. Donc, maintenant, on a mis des paramédics de soins avancés en Estrie pour pouvoir aller chercher puis donner des soins plus avancés sur une plus longue route, donc plus longue distance. Donc, maintenant, il n'y a plus aucune ambulance qui rentre à Quatico. L'urgence est ouverte 16 heures par jour. Il y a des ententes entre les urgences. Il y a des médecins qui font des ponts partout. Et est-ce que c'est pas parfait? On aimerait ça que ce soit ouvert 24/7, mais on a changé, on a changé le modèle pour offrir un service qui répond davantage aux besoins de la population. C'est sûr, ça doit faire des insatisfaits, mais dans tous les cas, le patient qui avait pour notre type de région, avec les distances qu'on avait à parcourir, un patient qui avait besoin de l'urgence la nuit, n'avait pas besoin d'être à Quatico, avait besoin d'être dans tous les cas dans une urgence urbaine, donc au centre receveur. Donc, ça nous a juste permis de comprendre qu'il y avait beaucoup d'éducation à faire auprès de la population sur l'utilisation adéquate des ressources, dont l'utilisation de l'ambulance. Ce que je dirais, c'est que, puis là, après ça, chaque situation est clinique. Quand il y a 200 km entre deux centres hospitaliers, on ne peut pas appliquer la même rationalité. Il faut vraiment l'analyser comme tu le fais vraiment bien aussi avec le Living Lab, de voir des solutions à l'interne. Mais je dirais qu'il y a quand même des fois, le modèle, le statu quo n'est juste pas possible. On a aussi une obligation dans certaines. On oublie souvent que certains les départements sont gros maintenant. Un département, par exemple, la Mauricie, couvre plusieurs urgences. Et quelle est la responsabilité des médecins qui s'engagent dans ces départements-là à couvrir l'entièreté du territoire? Je ne dis pas que c'est facile comme chef, mais pour l'avoir fait ici en Estrie, actuellement, on s'assure qu'il n'y a pas de découverture dans les urgences 24/7 non plus, les urgences Quatico, que l'on s'assure qu'il y a toujours un médecin, puis il y a une responsabilité collective d'assurer, puis il y a des incitatifs pour aller couvrir les autres gardes d'urgence. Il y a un accommodement. Même les listes de garde sont coordonnées entre les 8 urgences, ce qui n'était pas le cas quand j'ai pris la chefferie. J'ai dû faire ça en disant, on ne peut pas prendre toutes nos vacances, tout le monde en même temps dans les petites urgences ou les grandes urgences. Il faut que les petites urgences puissent avoir priorité pour la gestion des gardes, les grandes urgences après. Donc, tu vois, il y a une responsabilité qui appartient aussi aux chefs de département, mais aussi à différents niveaux. Donc, c'est juste c'est multifacette. C'est difficile pour moi de faire la même rhétorique, le même constat pour telle urgence qui est fermée. Mais il y a certainement, c'est juste de ne pas penser que le statu quo est nécessairement la meilleure solution. L'autre chose souvent que je me rends compte, c'est que les gens, ils voient juste la vague, mais ils ne voient pas l'océan derrière. Donc, d'être capable de se dire, oui, il y a une crise, mais derrière cette crise-là, il y a quand même une immensité pour avancer. Puis il y a plein de possibilités de faire mieux. Donc, une crise arrive, il faut stabiliser, s'assurer qu'il y a un minimum pour offrir la sécurité. Donc, la sécurité, on doit trouver des façons, donc mettre des postes, des ambulanciers, paramédics avancés pour stabiliser la population. Mais après ça, il faut voir comment aplanir ou comment passer par-dessus cette vague-là. Souvent, le danger, c'est vraiment d'avoir le nez collé dessus puis pas voir de solution. Moi, c'est comme ça que j'approche les problèmes. C'est pas tout le temps facile, quoi. Que ça a été vraiment difficile, mais aujourd'hui, je peux pas parler pour la population, je peux pas parler, mais je dirais que on n'a plus d'enjeu de fermeture. Elle est ouverte 16 heures et ça répond beaucoup mieux aux besoins parce que le GMF n'arrivait pas à fournir, puis donc l'urgence est devenue une urgence type walk-in, beaucoup plus performante, beaucoup plus. Et les médecins ont un overlap. Donc, en plus, ils sont capables d'avoir la collégialité et d'échanger leurs connaissances. Ils sont souvent deux collègues ensemble, ce qui n'était pas possible avant quand ils travaillaient de nuit. Et donc, donc nous, on a reçu plusieurs personnes de Quaticook en stage. C'est les premiers cohortes qu'on a fait un peu à l'externe. C'était vraiment l'état de réflexion. Là. Je ne pense pas qu'on s'est impliqué d'une façon ou d'une autre en détail avec cette communauté-là. On n'avait pas eu de suivi à savoir qu'est-ce qui est arrivé avec le modèle. Mais je sais que les gens avaient été vraiment sur le terrain à faire vraiment la phase empathie, avaient vraiment écouté la population, essayer de comprendre leurs besoins et tout ça. Et puis, je suis content de voir. Je n'ai pas entendu parler davantage
à savoir, y a-t-il des catastrophes par rapport à ça. Donc, solution que j'ai vue, qu'on a vue là, qu'on n'entend pas nécessairement, mais mettre des paramédics avancés, plus d'ambulances, probablement. Donc, ça, c'est nouveau. Créer ce lien avec les urgences urbaines où des médecins vont se faire former, partager la liste de garde, les effectifs de Sherbrooke avec d'autres places. Pas évident à vendre non plus dans des milieux très occupés, là, comme Sherbrooke et tout ça. Qu'est-ce que tu penses des nouvelles technologies, comme par exemple la télémédecine? Donc, on voit au Canada tous des systèmes de télémédecine dans les petits milieux de plus en plus sophistiqués. Je participe à des études en Colombie-Britannique qui évaluent ça. Et à date, c'est les infirmières, alors je ne te parle pas nécessairement de grosses urgences, là, mais c'est des points de service, donc des dispensaires assez isolés qui ont accès à des services de soutien par télémédecine qui sont très, très appréciés. C'est de plus en plus sophistiqué. Minimise les transferts ou les optimise. Qu'est-ce que tu penses de ça? Bien, c'est sûr que notre système est basé sur la disponibilité du médecin actuellement. C'est un système qui est médecin centré, là. Donc, c'est-à-dire que il faut que le patient converge vers un lieu puis pour pouvoir avoir accès à un soin, donc de le penser différemment, que ce soit de la maison, d'un lieu. Puis c'est sûr qu'on n'arrivera pas à rejoindre 100% de la population, puis c'est quand même une couche de population qui n'a soit pas accès à Internet. Il y a notre population aussi, nos populations vulnérables qui n'ont pas accès non plus aux technologies. Puis il y a il y a les gens qui vont jamais être capables de l'utiliser non plus pour plein de raisons. Mais pour une grande masse de personnes, je pense que ça pourrait répondre à un besoin pour des besoins de faible acuité. C'est un peu comme la réorientation, c'est un peu le même phénomène, mais ce que les gens veulent, c'est, ils ne savent pas si c'est urgent ou non. Ils veulent une réponse, ils veulent une rassurance, ils veulent un soin, peu importe que ce soit un médecin, une infirmière ou autre. Ils veulent un contact avec quelqu'un et pas juste au téléphone. Donc, c'est sûr que c'est amené à être, c'est juste prometteur, c'est juste pas pratiquement déployé au Québec. On essaie de le faire. On est en rencontre avec quelqu'un justement de la Colombie-Britannique, à la MUC, pour pouvoir voir comment on pourrait importer le modèle ou s'inspirer. Faut faire attention de ne pas tout basculer en télémédecine ou en soins virtuels, mais certainement, c'est là une piste de solution pour bien des problèmes de faible acuité, ça c'est certain, ou du moins pour du triage. En plus, les gens ont accès à toutes sortes de systèmes pour avoir déjà des signes vitaux de toutes sortes de façons, déjà à la maison, avec les montres intelligentes et tout. Donc, je suis certaine qu'il y a quelque chose à faire. C'est juste, donc, c'est pour ça une crise, puis c'est ça que tu fais beaucoup au Living Lab. Une crise amène des solutions qu'on n'aurait jamais imaginées, qu'on nous aurait jamais. On est un peu forcé de penser différemment. Donc, oui, et puis même dans les grandes urgences, d'avoir une portion Une cabine de soins. triage, tu pourrais avoir une cabine de triage supportée par intelligence artificielle. Les gens, tous leurs vitaux, ils ont des renseignements qui peuvent être référés. Ils sont à l'urgence, mais ils utilisent la cabine de triage qui est vraiment top. Ils pourraient. Puis, tu sais, moi, j'adore. On m'a posé la question dernièrement, qu'est-ce que je pense des gens des patients qui utilisent l'intelligence artificielle pour s'auto-diagnostiquer. Moi, je dis bravo parce qu'ils s'intéressent à leur santé. Je dis pas que il faut juste maintenant les aider à faire la part des choses, puis pas biaiser un peu comment ils vont raconter leurs symptômes et tout. Puis des fois, ça peut générer de l'anxiété aussi. Mais au moins, il faut juste être capable de bien l'utiliser. Moi, je suis contente que les gens aient un intérêt puis aient fait un effort d'essayer de comprendre leurs symptômes. Donc, je veux dire, on n'a pas le choix. Il va falloir qu'on avance un petit peu. C'est moins mon domaine. Par contre, je dois t'avouer que je suis moins techno, mais c'est certain qu'il y a des gens qui sont capables d'aider là, pour avancer dans tout ça. Puis ça peut être certainement une piste de solution qui est déjà utilisée ailleurs. Ceci dit, au Canada, au reste du Canada, tu le sais probablement, Richard, mais les urgences ne sont pas découpées par département. Donc, il n'y a pas une obligation de couverture régionale, alors qu'au Québec, on est un peu protégé entre guillemets, de certaines fermetures d'urgence, justement parce qu'il y a une organisation régionale. C'est pour ça qu'ils ont beaucoup développé aussi la télémédecine, mais maintenant, c'est à nous à l'importer. C'est un peu la petite différence que je voulais faire. Intéressant. On pourrait parler de technologie là, sans arrêt. Là, ça serait intéressant de voir comment on peut aller de l'avant. Donc, ça, donc, on va en parler beaucoup plus au Living Lab. Donc, toutes ces technologies-là, c'est Kendall Ho, qui est un médecin d'urgence, mais on a rencontré lors du dernier congrès de médecine rurale qui était à Québec, donc en avril dernier,
les gens qui déploient ce système de télémédecine pour la Colombie-Britannique. Donc, on va avoir la chance de les inviter et de voir comment ils font ça exactement. Kendall Ho évalue ce projet-là, eux autres le déploient un peu partout et donc c'est complètement fascinant. Marie-Maud, il y a une autre idée, tu sais, qu'on a lancée d'ailleurs à notre président de l'Association des étudiants en médecine du Québec, et probablement je ne nomme pas bien l'association de foi en foi, là, mais Maxence Pelletier-Lebrun. Donc, nous, on a testé quelque chose, quelques années. On s'est dit, écoute, il manque de personnel dans les urgences, ils vont fermer. Est-ce qu'on peut déployer des étudiants en médecine, et même ça peut être des étudiants en santé? Puis voir comment, tu sais, bien superviser, encadrer, mais surtout pour travailler de façon interdisciplinaire, surtout pour aider le personnel en place, minimiser l'impact de pénurie de personnel et éviter des fermetures d'urgence. C'est alors qu'on a créé ce stage de déploiement, prototypé en 3-4 cohortes, où il y avait des actes délégués, etc. Et là, on a un étudiant au MBA qui a déjà fait, il avait fait lui-même le stage à cohorte 10, on est rendu cohorte 20. Simon Nguyen-Beaupré, qui fait son MBA là-dessus. Donc, il est retourné analyser tout ça. Puis là, il parle de ça un peu partout. Puis les réponses sont extrêmement favorables par rapport à, écoute, les étudiants en médecine qui n'ont pas mis le pied dans l'hôpital, la moitié ont déjà des formations en d'autres choses. Est-ce qu'ils pourraient être formés pour faire des stages, surtout l'été, en période, tu sais, de crise où ils seraient rémunérés, puis là, ils travailleraient avec des infirmières, par exemple, ils feraient plein de tâches à l'urgence rurale, mais ailleurs dans l'hôpital, pour vraiment les aider en contexte de pénurie, et ils apprendraient plein de choses. Et là, bien évidemment, ils amènent tout le volet techno, ils sont intégrés dans la communauté, ils font plein de choses. Bref, ça a sorti dans le temps de la pandémie, cette idée-là. On a revisé la littérature, d'ailleurs avec Joanne Yu. Mais donc, c'est une idée tu sais, qui semble avoir un certain. J'aimerais savoir qu'est-ce que tu penses de ça. Toi aussi qui étais directrice du programme MU5. Et Ben, Gabrielle Lapointe, une de tes résidentes, ouais. d'ailleurs, a travaillé sur ce projet-là. Mais c'est fabuleux comme idée, là. Félicitations d'y avoir pensé parce que je dois avouer que pendant la pandémie, les cliniciens, ceux qui étaient sur le plancher ou les gestionnaires, peu importe, étaient vraiment, vraiment occupés, assez qu'ils n'étaient pas capables de voir d'autres possibilités puis d'amener une idée comme ça qui est à l'extérieur de la boîte. Là, c'était fabuleux. Puis moi, la façon dont je vois les choses, c'est que si je regarde notre formation que toi et moi avons eue versus actuellement, les étudiants ont des compétences, des connaissances, c'est-à-dire des connaissances qui sont nettement avant, ils les acquièrent bien avant ce que nous, on pouvait faire et d'une manière probablement plus long terme, avec beaucoup plus d'outils, beaucoup plus d'ouverture à aller. Donc, mais par contre, ce qui forge le parcours d'un médecin, c'est l'expérience. Puis l'expérience n'est pas nécessairement juste dans un stage de médecine bien cadré avec des objectifs. C'est faux. L'expérience, elle est aussi en communauté. Elle est aussi à faire des tâches qui sont connexes au travail, à comprendre la réalité. Fait que moi, je crois que ça serait incroyable de pouvoir former des médecins assistants, un peu comme dans le modèle à travers le monde, il y a des médecins assistants, mais c'est de l'expérience qui serait vraiment bénéfique. Il faut juste modifier le parcours actuel, de la vision actuelle au niveau universitaire de ce que c'est l'expérience qui passe actuellement pratiquement que par des stages cliniques classiques. Fait que je pense que c'est quelque chose à. Puis dans les urgences, on est habitué de recevoir des apprenants qui sont de tout azimut, là. Médecins militaires qui s'en vont être déployés en Ukraine dans un mois. Après ça, paramédics avancés qui viennent faire des gardes avec nous. Donc, d'avoir des gens qui puis contribuent aux soins d'une certaine façon, mais là, de le rendre beaucoup plus, rendre la personne moins passive dans son rôle d'observation, mais plus active. Wow, ce serait incroyable. Il faut juste le twister pour que ce soit viable et que ce soit que nos doyens, vice-doyens soient un peu plus je ne sais pas à quel point ils sont ouverts à ça, mais c'est clair que la voie étudiante dans ça pourrait être quelque chose pour dénouer, un peu comme les IPS à l'époque, les infirmières praticiennes spécialisées. On n'était pas capable de les avoir dans les milieux cliniques. Il y avait cette guérilla avec le Collège des médecins. Aujourd'hui, on ne peut pas s'en passer. Donc,
c'est des modèles qu'il faut faire éclater. Donc, j'adorerais, là. Puis, est-ce que c'est le modèle que tu suggères peut-être? Est-ce que c'est un autre modèle vers lequel il faut tendre? Je ne sais pas. Alors, peut-être que je vais donner ton nom à Simon Nguyen pour qu'il interviewe. Donc, il interviewe 15, il est rendu à 15-20 personnes. Donc, il présente un YouTube sur l'expérience qui a été faite, un rapport de ça, d'évaluation, puis il demande aux gens, tu sais, qu'est-ce que vous pensez de ça? Donc, il fait le tour des gens, par exemple. Donc, bref, c'est une idée comme une autre. Ben, merci pour ça. Puis Maxence nous a donné aussi un son de cloche favorable. Donc, c'est juste pour illustrer, tu sais, en design thinking. Fait que là, tu sais, on a monté un prototype, on l'a présenté, puis là, ben, on saisit l'opportunité. Un étudiant rembarque là-dedans quelques années plus tard, puis là, on saisit l'opportunité de le présenter, tout ça. Et on a Emery qui doit nous quitter maintenant à l'entrevue. Donc, Marie-Maude, j'aimerais te poser juste quelques questions rapides, puis je vais laisser la parole aux autres s'ils ont des questions pour toi. Euh, Comment tu gères ton stress et comment tu gères ta vie, mais tu sais, ce ballon-là? Donc, deux enfants, bon, évidemment, ils sont plus vieilles là, maintenant, mais tu les as eu quand même durant la résidence. Tu as pris des postes, tu sais, où il y a eu, peut avoir beaucoup de conflits là, avec gérer des urgences, c'est compliqué, ça prend beaucoup de temps, plus la clinique, maintenir ses compétences, etc. Des engagements. Tu ne recules définitivement devant rien de tout ce que je peux voir encore, même aujourd'hui. Comment tu gères ton stress et tout ça? Comment tu maintiens ce ballon-là? Parce que 50% des médecins souffrent de burn-out jusqu'à présentement et à l'urgence serait un des endroits les plus où il y a plus de grands risques d'épuisement Oui. professionnel. Ben, ouais, c'est difficile, je ne sais pas. Je pense qu'il y a une portion qui est génétique, qui est Génétique, oui. comment je suis constituée. Aussi, j'ai eu beaucoup de toutes sortes de difficultés personnelles, des défis, je dirais, là, des enjeux, des grosses affaires qui font que, pour te donner un petit exemple, j'ai vécu des attentats à Paris en 2015. Ça a été quand même vraiment difficile. Puis, Tu étais en oui, stage à Paris, non, j'étais en vacances là-bas. en Et vacances, j'ai été durant les prise. attentats. Oui, oui, j'étais Charlie en Hebdo. congrès, vacances. Donc, non, 2015, là, les 7 attentats, OK. le Oui, oui. Bataclan et tout. Mais, et puis, je me suis fait une fracture à travers tout ça, donc je ne pouvais plus utiliser mon échappatoire d'aller courir. Mais j'ai présenté, vois-tu, en revenant de là, j'étais découragée, je ne pouvais plus, comme j'avais des images d'horreur dans ma tête. Il fallait que je continue à travailler, je ne pouvais pas, même si j'avais une fracture, je ne pouvais pas m'absenter. Mon équipe était vraiment dans le trouble. Puis je ne pouvais plus faire du sport pour faire sortir le stress. Donc, je me suis mise à lire sur la résilience. J'ai fait une présentation sur la résilience. Puis ça m'a vraiment aidée. Donc, moi, je vois, à chaque fois que j'ai des difficultés, je me dis, bah, ça va me servir un jour. Je suis capable, je peux apprendre quelque chose de ça. Donc, je crois que le stress chronique, puis je me suis souvent posé la question, pourquoi j'ai pas fait de burn-out avant? Je veux dire, j'avais tous les facteurs de risque là, en termes de stress, j'ai des histoires, j'ai pas eu de soutien familial, j'ai pas eu de soutien conjugal, c'était vraiment, tu sais, mais la chose, puis là, j'ai de l'air à parler comme une victime, mais je me suis jamais vue comme une victime. J'ai toujours vu qu'il y avait une possibilité aussi d'apprendre de ça, d'en sortir plus forte, puis que de vivre du stress chronique, ben finalement, c'est probablement bon pour mon type de pratique parce que j'ai une capacité, et ça m'apprend à relativiser les choses, quand je suis dans une situation d'urgence, d'être capable de dire, là, je suis là pour faire ça, j'ai vécu plein de choses difficiles, maintenant je suis capable de faire face à ça. Donc, pour moi, ça a été, je ne vois jamais, c'est vrai que des fois, c'est pas évident, mais je ne vois pas une situation stressante ou difficile comme un échec. Je ne vois pas un conflit comme un échec non plus. Je le vois comme une possibilité de grandir, d'ouvrir mon esprit, de voir différemment les choses. Puis je pense fondamentalement que les gens sont quand même bons derrière tout ça. Fait que c'est une question de perception. Donc, je m'éloigne vraiment. Donc, je pense que j'ai une portion très. Aussi, j'ai une hyperactivité, là, je ne te le cacherai pas, une hyperactivité qui est non diagnostiquée, puis qui ne fait pas partie d'un trouble, mais qui, je pense, naturellement, j'ai toujours fait 1000 affaires en même temps, puis j'ai toujours eu besoin de bouger beaucoup. Donc, je pense que ça m'aide, mais même dans les moments où je n'ai pas pu bouger à cause d'une maladie, convalescence ou autre, j'ai toujours été capable
me voir ailleurs, de voir en quoi s'il y a quelque chose de bon à ça. Donc, je pense que mes stratégies, aussi, j'écris beaucoup. Donc, j'ai fait aussi beaucoup de choses pour moi. Donc, j'ai appris à faire, je recule devant rien. Tu as raison, quand j'ai un projet, ben, je le fais à fond. Si je le réussis pas, c'est pas grave. Donc, je me fixe des objectifs personnels. Mon but dans ma vie est d'être autosuffisante au niveau alimentaire. Donc, je suis en train de le faire. Mais ça m'occupe comme beaucoup de mon cerveau. Je pense toujours à quelque chose au-delà de la médecine. Donc, ça m'aide à gérer. Donc, je sais que mon cerveau est toujours en ébullition. Donc, tu vois, c'est une de mes stratégies de ne jamais avoir de temps pour réfléchir. Donc, toujours du temps pour d'autres projets. Et donc, c'est intéressant. Donc, l'activité physique, Oui, la pensée évidemment. créative, rechercher d'autres projets, s'épanouir, s'investir dans des causes plus grandes que toi, dont la Oui. MUC, la société, puis évidemment la pratique médicale, c'est déjà, ça protège beaucoup parce que tu aides des personnes, ton cerveau l'enregistre à tous les jours. Euh, Évidemment, il y a la question de génétique, tu en as parlé, donc c'est quelque chose qui protège, en tout cas dans le sens du bonheur, c'est à peu près 50%. Mais tu es une personne sociable, donc qui investit dans sa famille, dans ses amis, ton conjoint, et donc dans les bonnes relations, maintenir les amitiés, éviter les conflits, mais bon, y faire face. C'est vraiment intéressant et d'apprendre des nouvelles affaires. Et donc, la curiosité, ça fait partie des ingrédients de bonheur, mais aussi d'écrire. Donc, mettre sur papier tes pensées ou peu importe. C'est vraiment intéressant. On pourra en parler longuement. Mais on touche à ça, on a parlé de leadership aujourd'hui, on a parlé de gestion de crise, ta gestion de crise. Donc, mine de rien, on a parlé de plusieurs des piliers du Living Lab. Donc, il y en a 5. On a parlé de médecine rurale, donc 4. Santé bien. Je pense qu'on a touché à tous les piliers aujourd'hui du stage de Living Lab. J'aimerais te demander, avant qu'on pose d'autres questions, j'aimerais te demander. En fait, non, on va tout de suite aller vers la discussion avec nos jeunes qui sont ici pour voir s'ils ont des questions pour la présidente de l'Association des médecins d'urgence du Québec, Marie-Maude Couture. Alors, donc, Maxence? Ben, d'abord, merci pour l'entretien. C'était vraiment intéressant. Puis, je trouvais ça intéressant au début pour l'avoir vécu un petit peu cette année aussi, le positionnement dans les médias, que souvent ce qu'on entend dans les médias, c'est le positionnement très fédératif versus gouvernement, mais qu'il y a comme ce troisième espace-là qu'on peut créer où on peut être des médecins qui veulent changer les choses, qui veulent que nos urgences fonctionnent et qu'on est plus dans le constructif. Je crois que des fois, c'est ça qui va manquer un petit peu dans le débat public. Donc, j'ai trouvé cette partie-là intéressante. Euh, Moi, ce que je me demandais un peu, c'est justement cette partie-là de plus au niveau personnel, de conciliation, de jamais dire non à des opportunités, mais en même temps, on veut se créer cet espace-là qui n'est pas juste la médecine, que ce soit l'autosuffisance alimentaire que j'ai compris, ou bien l'espace pour écrire. Donc, c'est quoi, je me demanderais, c'est quoi comme votre processus quand il y a quelque chose d'autre qui vient sur votre bureau, puis qu'il y a une nouvelle opportunité pour se dire, ben, j'y vais ou bien j'y vais pas, j'ai d'autres priorités, je veux prendre du temps avec la famille. Parce que je crois que c'est quelque chose qu'on a tout à dealer en tant que médecin qui ont envie de s'impliquer. C'est comme ça à quel moment que tu dis stop, puis que ça devient too much. Donc, c'est quoi le processus là-dedans? C'est une bonne question. C'est pas facile de dire, de trouver. En fait, il y a des moments. Moi, j'ai séparé ma vie en différents moments. Les activités importantes pour mes enfants, c'est-à-dire les anniversaires, etc., là, tous les moments clés, concerts ou autres, j'ai toujours été là. J'ai toujours fait des pirouettes dans mes gardes, mais j'ai toujours été là. J'ai peut-être pas été là en quantité, mais j'ai été là en qualité. Donc, je ne culpabilise pas avec ça. Je ne me laisse pas culpabiliser. J'ai fait le maximum de ce que je pouvais pour une femme avec une carrière. Donc, déjà, je trouve que ça enlève énormément de pression. Après ça, il y a des moments importants. Les enfants ont besoin et évoluent aussi. Donc, c'est sûr que les demandes que j'ai de dernière minute, ben, il y a des façons de les gérer. Quand j'ai un courriel incendiaire que je reçois, j'ai une stratégie propre à moi de dire c'est noté et je prends le téléphone au moment que moi je choisis. Donc, je m'éloigne. Donc, je me suis mis des règles pour ne pas me faire envahir. Et quand on me lance, par exemple, un nouveau projet, on doit faire ça, j'accepte que je vais être dernière minute, ce qui n'était pas le cas quand j'étais étudiante en médecine. J'étais tout le temps très à jour. Et j'accepte que je tourne mes coins ronds par moment.
Puis j'accepte aussi de prioriser certains projets. Donc, il y a des crises aussi, puis j'aimerais tellement dire plein de choses en même temps. Il y a des fois des situations, on nous amène dans une situation, puis là, on est pris, on doit y répondre, mais la situation va se régler d'elle-même, qu'on réponde ou non. Des fois, c'est mieux de ne rien faire. Et c'est correct aussi. Donc, c'est pas chaque chose qui a besoin d'être répondue. Donc, il y a cette matrice-là que vous pouvez connaître aussi ou non, mais des fois, de l'organiser dans ça, c'est urgent, ça, c'est pas urgent, ça, c'est important, ça, c'est pas important. Puis voici, il y a une opportunité pour moi de le faire, il y a une opportunité de pas le répondre, il y a une stratégie derrière ça. Donc, ça prend un peu de réflexion. Chaque jour, je sais que le matin et le soir ou entre mes quarts de travail, je regarde mes courriels, je ne les regarde pas au-delà de ça. Et il y a des moments clés avec mes enfants, ça n'a pas été parfait. Mais c'est comme ça, j'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, je regarde en avant. J'aurais voulu être plus là, mais aujourd'hui, mes enfants sont grands, sont tous autonomes et c'est comme ça que j'ai pu faire. Donc, il y a des choix, c'est imparfait, mais il y a des choses qu'on doit protéger, puis c'est à nous de le déterminer. Puis ça ne veut pas dire que ce qu'on a choisi au début va être comme ça plus tard, là. Je veux dire, on fait des erreurs aussi, des fois on travaille trop, puis je le vois pas comme un échec non plus. Est-ce que ça répond à ta question, Maxence? Oui, ça répond bien, puis j'aime l'idée de ne pas laisser les autres imposer ton horaire, puis je crois on est dans des mondes où c'est très facile, c'est avec les entrevues médiatiques qui veulent que tu répondes dans la prochaine heure, mais des fois, il faut être prêt à se respecter aussi à travers tout ça, puis ils iront voir quelqu'un d'autre s'ils veulent absolument avoir leur entrevue dans 1 heure, mais si c'est vraiment toi qui veux, ils vont attendre les 6 heures que tu réponds à ta courriel à la fin de la journée. Exactement. Puis une des choses souvent que c'est d'avoir peur de dire non, c'est notre pire. Au même temps, je dis oui à toutes les opportunités. En fait, du moins, je prends le temps de les analyser, mais ne pas avoir peur de décevoir. Parce que dans le fond, d'être capable de mettre nos limites, c'est de se faire respecter aussi. Puis ça, pour moi, c'est super important. Puis je l'ai appris tard dans ma carrière, mais c'est quand même important de dire non, ça, je ne peux pas. Parce que, ou même pas se justifier, et les gens nous respectent plus. Et comme tu dis, s'ils veulent vraiment nous avoir, ils vont faire les accommodements nécessaires. Merci, Maxence. Est-ce que Catherine Kastner, tu as une question pour Marie-Maude? Oui, mais dans le fond, ça pourrait être une petite combinaison de commentaires et questions en même temps. J'ai vraiment apprécié la conversation aujourd'hui. Ça tombe à un moment vraiment intéressant pendant mon externat. Je fais en ce moment un stage de médecine de famille et d'urgence. Là, on a quelques corps d'urgence pendant le stage. Je suis à Roberval, donc c'est tout à fait un milieu rural. Avec une communauté autochtone juste à côté, puis en fait une autre où les patients viennent souvent parce qu'on est comme le premier plus grand centre après le dispensaire. Il y a un centre carcéral aussi, donc il y a vraiment un mélange de patients très différents que j'avais fait 1 mois d'urgence en stage aussi à Charlemagne, à Longueuil, donc plus en milieu urbain. Puis c'est totalement différent, en fait, les cas qu'on voit, puis l'expérience en communauté. Et puis, c'est un domaine qui m'intéresse en plus. On parle depuis tantôt de les différents parcours qui mènent à l'urgence. Je pense à ça pour le début de ma pratique. Je m'oriente, en fait, je pense, vers la médecine de famille et j'aimerais aller chercher plus de compétences. Et l'urgence est une de ces options-là. Donc, j'arrive un peu peut-être à ma question, parce que je reconnais un peu mon parcours peut-être ou dans la vôtre, Madame Couture, Dr Couture, parce que je veux faire l'urgence. Je suis déjà un peu plus mature en termes d'âge que beaucoup des étudiants en médecine, juste parce que j'ai fait autre chose avant. Fait que mon début de pratique ou mon début de carrière, je pense, va aussi s'entremêler avec un projet de famille. Donc, c'est tout à fait inspirant. J'entends parfois peut-être pas une critique, mais un souci de on a parlé de devoir rester à jour ou de développer des compétences, de l'équilibre entre avoir assez de temps peut-être pour se ressourcer, assez de temps pour avoir un mélange de pratiques. Si on ne veut pas faire juste l'urgence, puis on veut avoir une pratique combinée, ben, il y a quand même un minimum qu'il faut faire pour rester à jour à l'urgence. Et des fois, c'est difficile pour certaines personnes d'arrimer
ou d'avoir cet équilibre travail-famille, mais après ça aussi au travail, d'avoir une pratique qui permet, oui, de pas de tomber en burn-out, mais aussi de rester assez à jour dans nos compétences. Fait que je sais pas, dans les associations ou dans vos expériences personnelles, vous trouvez que un minimum de shift, est-ce qu'il y a comme des mesures où on peut se dire, oui, là, il faut faire au moins un minimum de travail à l'urgence pour rester à jour, rester compétent et être confortable et être assuré dans notre pratique, mais aussi avoir assez de temps pour ne pas se brûler et voir à tous nos intérêts autres? C'est vraiment une bonne question. Je te dirais plus, je vais te parler de ce que j'ai vu, puis peut-être que là, ça va répondre à tes questions. Ce qu'on sait, peu importe que... C'est sûr que de faire une pratique mixte est plus facile en milieu rural. OK, plus accepté, plus acceptable, plus aux yeux de tes collègues et peut-être moins de surcharge de travail, plus accepter aussi l'équilibre de vie, ce qui n'est pas le cas nécessairement dans les urgences à plus gros volume. La plupart des médecins qui ont une pratique mixte ne durent pas dans le temps. Ils vont rapidement, les exigences de part et d'autre en termes de connaissances à acquérir, de compétences à maintenir et de travail vont augmenter et les équipes d'urgence, c'est hostile en termes, on a une obligation, on est ouvert 24/7, donc on ne peut jamais. Donc, la pression va toujours être envers les membres qui ont des statuts plus particuliers, qui ne sont pas temps plein, pour augmenter les gardes. Donc, ça crée vraiment une difficulté de maintien des deux types de pratiques. Donc, la plupart des médecins qui ont deux pratiques ne vont pas maintenir ça longtemps, vont devoir choisir l'un ou l'autre et souvent se fait vers la médecine familiale. Et ce n'est pas nécessairement le choix du cœur qui parle, mais le choix de la rationalité. C'est ce que j'ai vu régulièrement d'avoir à signer les lettres de départ des collègues, malheureusement, parce qu'ils n'étaient pas capables de maintenir. Même si on avait essayé de les protéger, ils se sentaient rapidement débordés et n'avaient plus d'espace pour respirer. Et à ça, on ajoute, si par exemple, les exigences d'urgence de faire tant de soir, fin de semaine, les exigences de bureau de faire du sans rendez-vous de soir, de fin de semaine, rapidement, ça devient incompatible à gérer ces deux types d'horaires-là. Ce qui était le plus compatible reste l'hospice et l'urgence. C'est ce que j'ai vu comme modèle. Obstétrique urgence, c'est pas quelque chose non plus de viable long terme, aussi pour les mêmes raisons que j'ai dit. Fait que c'est malheureux, mais c'est rare qu'on est capable d'avoir un modèle qui dure dans le temps, mis à part d'avoir une pratique vraiment plus rurale. Ce qui fonctionne bien aussi, je dirais, comme modèle, puis je dis pas que ça serait agréable d'avoir des pratiques mixtes, mais malheureusement, c'est ça, le système n'est pas fait pour ça actuellement, pour encourager ça. Mais d'avoir une pratique en début, on sait que les médecins qui commencent à l'urgence, on sait qu'un médecin de famille qui commence en bureau a moins de chances de revenir à l'urgence rapidement, les connaissances, les compétences s'effritent. L'inverse, c'est pas le saut est plus facile à faire dans le sens inverse. Et là, je ne connais pas du tout la médecine familiale, fait que je parle à travers mon chapeau, mais ce que je vois, les gens qui font de l'urgence 10 ans, 12 ans, 15 ans, après font un tremplin vers la pratique de bureau ou des soins palliatifs. On en voit beaucoup, médecine d'urgence, puis soins palliatifs. Ça, c'est vraiment quelque chose qui, on dirait, fait du sens pour les gens. Puis ça pourrait donc, plutôt que de voir une pratique mur à mur de plein de choses, voir une pratique dans le temps de plusieurs choses. C'est mon conseil que je donnerais actuellement. Et donc, Catherine, c'est une bonne question sur la pratique de la médecine d'urgence, domaine où tu as besoin de beaucoup d'expérience, de compétences, de connaissances, etc. Tu as des questions de vie ou de mort, tu es beaucoup sous pression. Et ce n'est pas le travail que tu penses. Marie-Maude n'en a pas parlé. Les gens pensent qu'ils vont là pour réanimer du monde. La réalité, c'est que tu n'en réanimes pas tant que ça. OK? La réalité, c'est que tu gères beaucoup de personnes couchées sur des civières, puis tu passes beaucoup de téléphones. Il faut que tu saches qu'il faut informer les gens que ce job-là, ce n'est pas juste du glamour. Il y a beaucoup de jobs vraiment administratifs et tout. Puis il y a beaucoup de jobs ambulatoires qui sont vraiment fascinants, où tu répares des bras cassés, où tu fais un paquet de techniques qui sont vraiment utiles, où tu vois beaucoup des petits-enfants, etc. Mais là, je veux juste ajouter quelque chose. Si tu travailles à l'hôpital Enfant Jésus, dans un centre de trauma où tu ne vois pas d'enfants, ou à l'hôpital du Sacré-Cœur, tu vas perdre tes connaissances en pédiatrie. Tu sais? Fait que,
Puis si tu vas dans un centre où tu ne vois pas de trauma, et maintenant, on bypass tous les milieux, même secondaires, l'Hôtel-Dieu de Lévis, la cardiologie, ça bypass ces centres-là. Donc, tu n'es pas nécessairement exposé. C'est dur à prédire, tu sais, où tu vas prendre tes connaissances, où tu ne vas pas en prendre. Fait que c'est intéressant. Puis, en tout cas, mon two cents là-dessus, c'est que chaque individu est différent dans une équipe, il y a toujours quelque chose à offrir. Les médecins de famille dans mon équipe qui font du bureau m'en apprennent à chaque jour sur la gestion de diabète des patients, puis de l'hypertension, puis de toutes sortes de choses, puis le suivi, etc. Mais euh, donc, les gens ont toutes une expérience différente et contribuent. Tu dois le voir comme une équipe. Actuellement, il y a quand même une mentalité un peu par rapport aux gardes de dog et dog, là, parce qu'il y a une pénurie de personnel, les chiffres sont restreints, il faut que tu fasses un certain nombre de chiffres. Il y a une pression de débit quand même chez les personnes. Donc, je vais juste te donner l'aspect pas nécessairement glamour de la médecine d'urgence. Faire des nuits, des fins de semaine, il n'y a souvent aucune exception. Il y a des milieux qui disent après 50 ans, tu n'en fais plus, mais c'est pas évident. Fait que juste pour te dire, je ne changerai pas du tout ce métier-là pour toute l'art du monde. Je pense pas que... Mais juste pour te dire, ça vaut la peine de réfléchir à ça parce qu'il y a un écart entre ce que les gens pensent et ce que c'est comme réalité de la job de médecin d'urgence. Juste, Et une pratique ouais. qui est vraiment intéressante, par contre, c'est de travailler dans une urgence régionale ou urbaine et d'aller faire du dépannage. Puis moi, ça, je disais, mais je prenais pas beaucoup de vacances, j'avais juste comme pas le temps avec toutes mes choses. Mais souvent, je disais, moi, je m'en vais là, prendre ma semaine, je m'en vais en région, là, puis là, je m'en vais m'amuser, puis mettre à jour mes connaissances, puis parce que je suis toute seule, j'ai pas de spécialiste qui va répondre. C'est beaucoup plus difficile s'il y a un cas instable. Là, on vient vraiment. Donc, je maintenais mes compétences étonnamment en région parce que là, ça me mettait sous tension. Versus en ville, c'était tellement facile de faire de la médecine d'urgence. C'était avec un accès, un plateau technique. Alors qu'en région, il faut que je transfère un patient. Il me reste une ambulance. Comment je vais faire? Je trouvais que, mais pour moi, puis de m'exposer à une pratique rurale, c'était tellement rafraîchissant. C'était incroyable, la collégialité et tout. Donc, c'est aussi, ça peut être ça sans être de la médecine de bureau. Ça peut être des types de pratiques d'urgence qui est variable dans le temps aussi. Moi, je m'assurais qu'à chaque 6 semaines, je partais 4-5 jours. Puis c'était mes vacances que je demandais pour pouvoir partir. Puis je disais pas à personne ce que je faisais, mais je m'en allais faire du dépannage et j'adorais ça. Et donc, on est allé vraiment, je pense, dans un domaine où les jeunes qui aspirent à la médecine d'urgence vont trouver leur compte en termes de réponses, là, je pense. Marie-Maude, merci beaucoup. En terminant, Marie-Maude, je voulais dire, tu sais, il y a des questions qui sont fondamentales dans la vie, puis je pense que tu les as toujours en arrière-plan. Puis je vais t'en poser une. Est-ce que tu vis la vie que tu souhaites vivre présentement? Oh, tellement. C'est tellement une bonne question. Quand j'ai fait mon entrevue pour rentrer en médecine, pas en médecine, en spécialité d'urgence, ce n'était que des hommes qui étaient tous assis et qui me disaient, sachant que la vie d'un médecin d'urgence est 10 ans moindre, avec plus d'alcoolisme, plus de dépression, plus de divorce, pourquoi tu veux faire ce métier-là? Et moi, j'avais quoi, 22 ans à cette époque-là, j'avais dit, bah, j'aime mieux vivre 10 ans moins, mais la vivre à fond. Fait que c'était ma réponse et c'était encore ma réponse. Fait que oui, j'aime mieux peut-être parler du goût, mais j'apprécie, j'ai un bonheur facile et avec les patients, le truc, c'est aussi d'avoir du plaisir. Chaque fois que l'urgence soit pleine, que ce soit effervescent, fébrile, je me dis, aujourd'hui, à chaque patient que je vois, je vais m'assurer de le faire rire ou du moins de décrocher un sourire, même dans la douleur. Et pour vrai, ça fait vraiment du bien. J'ai l'impression je vais me ressourcer dans la compassion avec les patients et je vis la vie à fond. Donc, voilà, c'est ma philosophie. Et Marie-Maude, une autre question. La vie va vite et on se rend compte surtout en médecine d'urgence comment c'est vulnérable. Hein? Donc, comment des gens ont abouti là aujourd'hui, hier, ils étaient en train de faire de quoi, tu sais, très heureux. Et là, il leur arrive quelque chose euh, tu sais, de dramatique et leur vie est terminée. Donc, comment est-ce que, ma question pour toi, comment est-ce que tu veux qu'on se rappelle de toi lorsqu'on sait que cette vie-là, un jour, va se terminer pour tout le monde? Comment tu voudrais qu'on se rappelle de toi, Marie-Maude? Mais je
de moi. Je veux juste que ce que j'ai mis en place aboutisse. Fait que je te dirais, j'ai pas besoin de. En fait, je veux que mes enfants aient les valeurs de bonheur puis de joie de vivre. Je leur ai transmises, qu'elles restent dans le temps et qu'elles les transmettent à leur génération future. Ma grand-mère, la mère de ma mère, était une militante dans les années 40-50. J'ai hérité de cette capacité. J'ai pu faire ça à mon tour et j'espère que mes filles vont pouvoir faire ça. Ma grand-mère, personne n'en parle à part moi. Donc, c'est un peu, je sais pas ce que tu vois, mais si tu comprends, je veux que ça se perpétue au sein de ma lignée familiale. Et en médecine d'urgence, ben, si les gens sont capables d'avoir une vision puis d'être capables d'aller au-delà des défis actuels puis de regarder au-delà de la vague, pour moi, c'est déjà suffisant. C'est vrai, en t'écoutant aujourd'hui, depuis presque 90 minutes maintenant, j'ai l'impression d'entendre des leaders comme Joanne Liu. Je pense que Catherine, qui l'a entendu souvent, va hocher de la tête, là. C'est vraiment très, très inspirant, ton parcours, ta façon de penser, ta philosophie. Euh, J'aimerais juste faire un dernier tour de table où finalement on demande aux gens qui sont ici une chose qu'ils ont appris et une émotion. Donc, Catherine, tu veux-tu nous faire ça? Tu veux-tu commencer? Oui, bien sûr. Moi, je suis très heureuse d'être ici aujourd'hui aussi. Donc, mon émotion, c'est heureuse parce que même avec un métier et des implications comme ça, tu as réussi quand même à trouver un équilibre. Donc, je me dis que j'ai de l'espoir, moi aussi, à trouver un équilibre dans ma vie. Même si je n'ai pas autant d'implications, je suis quand même toujours à la recherche de l'équilibre, puis je me dis que ça se peut. Donc, je vais continuer à travailler dans ce sens-là. Merci. Merci, Catherine. Est-ce que Maxence, qu'on a interviewé d'ailleurs juste la semaine passée, président de l'Association des étudiants en médecine du Québec et très bientôt résident, Maxence, est-ce que tu as retenu une chose factuelle puis une émotion que tu veux partager? Peut-être pour l'émotion, une sorte d'espoir de se voir vers l'avant, de voir que tu sais, des profils engagés, la flamme s'éteint pas nécessairement, puis il y a moyen de continuer ça. Puis j'aime l'idée comme qu'il y a des phases pour tout dans la vie, puis il faut juste faire des phases qui nous conviennent de façon subséquente. Puis je crois que de façon factuelle, plus toute la réflexion sur les urgences. Moi, je viens du Bas-Saint-Laurent, donc il y a beaucoup de nos urgences qui sont affectées par la crise qu'on parlait tantôt. Donc, Trois-Pistoles, entre autres, Ponégamouk aussi, qui est quand même dans mon coin. Donc, j'ai bien écouté, j'ai pris des notes pour cette partie-là parce que je crois que c'est essentiel de maintenir ces milieux-là pour notre population. Merci, Maxence. On se reparlera d'ailleurs de Ponégamouk et Trois-Pistoles. Catherine Kastner. Oui. Je pense que je retiens de cette discussion, c'est tout le discours sur l'organisation autour du fonctionnement des urgences. Des fois, quand on est dans un centre, on voit le fonctionnement local, mais de prendre le pas de recul et de comprendre tout le réseau autour de ça. Donc, je réfléchis beaucoup à ce que j'ai entendu aujourd'hui et je fais tout de suite des connexions avec ce que je vis en ce moment dans mon stage et de ce que je vois. Puis je dirais peut-être l'émotion, inspiration. Tu sais, je pense que j'aime ça voir tu sais, des gens qui sont un peu plus avancés dans leur carrière et de voir un peu tu sais, le chemin. Je trouve ça toujours super intéressant d'entendre puis de dessiner mon chemin en regardant un peu les exemples devant nous. Puis il y a une statistique qui me vient, en fait, je pense que c'était une publication du Collège des médecins, ça se peut, sur peut-être lors de la Journée internationale des femmes, quelque chose de même, genre dans les derniers mois. Parce que vous avez mentionné quelquefois, c'était juste des hommes qui interviewaient, puis que... mais je pense qu'on est rendu 67% des étudiants en médecine sont des femmes. Fait que... et ça va amener un changement, peut-être, à ce niveau-là et de voir comment ça va évoluer dans le temps. Je trouve ça super intéressant, inspirant. Merci, Catherine. Et là, on renverse la vapeur. En fait, on te demande, toi, qu'est-ce que tu as? Tu as été interviewé, tu as échangé avec nous aujourd'hui.
comment tu te sens? Puis une chose que tu as retenue du processus. Ben, l'émotion, je dirais, ce que je ressens, c'est de la reconnaissance. Donc, merci pour cette opportunité. De même moi, qui j'avais pas vraiment fait une introspection sur ma carrière, d'avoir eu cette tribune-là pour parler, justement, c'est quand même une chance, là. C'est comme une psychothérapie ouverte, là. Donc, merci pour cette, c'est vraiment, je suis reconnaissante, Richard, puis à vous trois aussi. Ben, nous cinq, en fait, d'avoir été là ensemble, nous six tantôt. Ce que j'apprends, en fait, puis c'est quelque chose que j'ai pas nommé, mais que j'utilise souvent, c'est un peu l'équation du bonheur, peu importe que ce soit professionnel, personnel, l'équilibre, c'est les attentes. Quand nos attentes sont bien, si on n'a pas trop d'attentes, si nos attentes sont adéquates, en fait, ce que j'entends, c'est qu'on parle beaucoup comment arriver à tout ça, mais c'est toujours la question de si mes attentes sont minimales ou sans être pessimiste, mais sont je vais être heureuse. Puis c'est ça que je mets en pratique tous les jours. Si je m'attends à ce qu'il fasse soleil puis qu'il pleut, ben déjà, je suis déçue. Alors moi, je m'attends jamais à rien puis je suis tout le temps heureuse, même s'il pleut ou il fait beau. Fait que il faut juste que j'adapte ma façon de voir les choses, de percevoir mon quotidien, autant de mon point de vue professionnel que personnel. Fait que c'est ce que je dirais, c'est ce que ça met en évidence à quel point je pense qu'il faut vraiment tout le temps remettre ça au premier plan, les fameuses attentes. Les attentes de réussite en gestion, c'est dans quelques années que je vais peut-être voir le fruit de mes actions. Alors, merci beaucoup, Dr. Marie-Maude Couture, qu'on a reçu pour ce grand entretien au Living Lab Charlevoix. C'était vraiment un moment très inspirant. Tu as fait preuve de grande humilité, de grande vision, beaucoup de leçons sur le leadership, la défense des droits de patients, la médecine d'urgence, beaucoup de messages d'espoir pour les jeunes. Et aussi sur comment balancer sa vie. Et vraiment, c'est une des excellentes entrevues qu'on a faites, je crois. Merci beaucoup, Marie-Maude. Merci à tous qui ont assisté à cette entrevue-là, qui va être écoutée par des centaines et des milliers de personnes à travers les années, Marie-Maude, parce que ça reste dans notre fichier, puis les gens l'écoutent au Living Lab et ailleurs. Merci infiniment à tout le monde d'avoir été là et on vous souhaite une très bonne journée. Merci. Au revoir. Bye. Au plaisir. Bye bye.